Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui vous est proposé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie dans le cadre des prestations offertes aux porteurs de projets qui créent ou reprennent une entreprise, ainsi qu'aux entreprises tout au long de leur développement. Ce webinaire traitera spécifiquement de l'enquête client dans le cadre d'une étude de marché. Je suis Catherine Lefort, conseillère en création d'entreprise. J'accompagne les porteurs de projets dans le cadre de l'élaboration de leur business plan. Pendant 30 minutes environ, je vais vous présenter ce qu'est une enquête client, en quoi ça consiste exactement. Puis nous garderons une dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. La première étape dans l'élaboration de votre projet va vous amener à travailler sur l'étude de marché. Cette recherche sur le marché sera un préalable à l'enquête. Sans ce travail, vous risquez de passer à côté de questions qui sont essentielles. Outre les grandes tendances du marché sur lesquelles vous souhaitez travailler, qui sont assez faciles à trouver, l'étude de vos concurrents qui vous demandera un peu plus de temps et d'analyse, vous devrez rapidement vérifier que votre produit et service ou service répond à une réelle attente client et que la demande sera suffisante pour vous permettre de rentabiliser votre activité. L'enquête est le premier outil que vous pourrez utiliser. Pour pouvoir réaliser une enquête client, vous aurez au préalable défini votre cible, puisque c'est cette cible et les segments qui la composent que vous allez interroger. Si vous pensez avoir plusieurs cibles, ou si vous cherchez à savoir s'il peut y avoir une cible différente, vous devrez interroger des personnes de profils différents. L'enquête vous permettra peut-être d'identifier un nouveau segment de clients. Il est indispensable de définir un ou des objectifs à cette enquête. Quelles informations voulez-vous obtenir? À quoi vont-elles servir? Voulez-vous définir un potentiel? Voulez-vous connaître des usages, des comportements? Ce point est primordial. J'ai trop souvent vu des résultats d'enquête inutilisables car on n'avait pas posé les bonnes questions. Ce sont les objectifs préalablement définis et que vous garderez en tête tout au long de votre étude qui vont vous orienter vers telle ou telle méthode et qui vous guideront dans la rédaction du questionnaire. À ce niveau-là, vous pouvez d'ores et déjà peut-être vous intéresser à votre mix marketing parce que vous aurez certainement des questions sur la validation des prix, par exemple. Pour atteindre ces objectifs, allez-vous utiliser la méthode des enquêtes qualitatives ou la méthode des enquêtes quantitatives? Peut-être les deux. Nous reviendrons bien sûr sur chacune. Enfin, pour chacune de ces méthodes, vous rédigerez un questionnaire différent en suivant les règles qui leur correspondent. Je vous propose donc de voir maintenant les méthodes d'enquête qualitative et quantitative avec la rédaction des questionnaires adaptés. Toutefois, gardez en tête que l'enquête client est un outil technique qui n'est pas facile à réaliser lorsqu'on n'en a jamais fait. On ne peut pas demander à un seul type d'étude de répondre à toutes les questions. Les études qualitatives répondent à la question « pourquoi ?», également « comment ?». Les études quantitatives répondent aux questions « qui ?», « combien ?». On peut très bien réaliser ces deux types d'enquêtes pour une même étude. L'étude qualitative permettra de comprendre des motivations, de découvrir des freins, puis l'étude quantitative complétera la première en mesurant. On note sur ce tableau que pour chaque type d'étude, on aura des objectifs distincts, des méthodes spécifiques et des résultats différents. On pourra donc utiliser les deux types d'enquêtes pour une même étude. Elles pourront être complémentaires. Par exemple, si l'on cherche à étudier le marché du vélo électrique, on pourra commencer par travailler sur une étude qualitative afin de connaître les comportements et les pratiques vis-à-vis de la bicyclette en général. Puis, on approfondira l'intérêt particulier porté au vélo électrique. On utilisera la méthode de l'étude qualitative pour cela. Ensuite, on essaiera de mesurer le nombre de pratiquants qui achèteraient un vélo électrique, ceux qui n'utilisent pas de vélo aujourd'hui, mais qui seraient prêts à le faire avec une assistance électrique. Ici, on cherche à obtenir des chiffres et on utilisera donc l'enquête quantitative. Alors, on va maintenant observer la méthode à employer pour réaliser une étude qualitative. Il faut savoir que l'étude qualitative est une étude exploratoire approfondie des motivations, des comportements, des usages, mais également des freins à l'achat de la ou des personnes que vous avez en face de vous. On peut s'entretenir avec une seule personne ou faire s'exprimer une dizaine d'individus dans un groupe.
Si vous souhaitez mener un focus group, il faudra savoir animer le groupe tout en restant neutre, faire en sorte que chaque personne puisse s'exprimer. Dans ce type d'entretien, on ne porte pas de jugement sur ce qui est dit. Tout doit être écouté et analysé après coup. Les questions ouvertes donnent un axe à l'entretien, mais doivent laisser les personnes s'exprimer. Par exemple, vous pouvez demander « Que pensez-vous de ce produit ? Quelle utilisation en feriez-vous » Il est conseillé d'enregistrer l'entretien. On peut également filmer, car la gestuelle et les attitudes peuvent être importantes dans l'analyse que vous en ferez après coup. Il faut quand même une trame pour cette étude qualitative, un guide qui va vous permettre de poser les questions tout en laissant les personnes s'exprimer. Tout d'abord, vous vous présentez, ainsi que l'objet de l'entretien, bien évidemment. Par exemple, nous travaillons sur un projet de création de boutique de vélos électriques. Nous avons souhaité vous rencontrer pour vous présenter notre projet, savoir ce que vous en pensez. Il est important, dans un deuxième temps, de faire parler votre interlocuteur ou vos interlocuteurs sur ce que lui ressent et fait. Ce qui est important ici, c'est le lui. Quelle importance a ce produit pour la personne qui est en face de vous? Donc, vous allez lui demander depuis quand utilisez-vous ce produit? À quelle fréquence l'utilisez-vous? Quelle marque choisissez-vous? Comment avez-vous connu ces marques? On pose ici toutes les questions qui permettront de connaître les usages de votre interlocuteur avec le produit. Dans un troisième temps, vous présenterez rapidement l'objet de votre projet, mais surtout, ce qui nous intéresse là, ce sont le ou les bénéfices que vont apporter votre produit ou votre service à l'interlocuteur. Vérifiez que ces bénéfices sont bien compris. Ensuite, sur le produit ou service, on va laisser les personnes s'exprimer spontanément. Puis, dans un deuxième temps, on va leur demander de s'exprimer par rapport à différents critères. Par exemple, que pourrait vous apporter ce produit? Qu'en pensez-vous? Selon vous, quels sont ses points faibles? Qu'est-ce qu'il apporterait de plus par rapport aux produits qui existent déjà ou que vous utilisez déjà? Enfin, on va chercher à savoir qu'est-ce qui pourrait empêcher l'interlocuteur d'essayer ou d'acheter ce produit? Quel serait le frein à l'achat? Et c'est à ce niveau-là qu'on va s'intéresser aux tests par rapport à vos hypothèses de prix. Est-ce que le prix que vous annoncez serait rédhibitoire dans l'achat du produit? On essaye de connaître ici le prix, ce qu'on appelle le prix psychologique. Passons maintenant à l'étude quantitative. Il s'agit ici d'une étude de comportement, d'attente ou d'opinion, on parle de sondage, auprès d'un échantillon représentatif de la population cible étudiée. L'étude va mesurer le nombre de personnes qui ont un même comportement ou une même opinion. Les résultats obtenus seront extrapolés à l'ensemble de la population cible. L'étude quantitative permet de connaître les chiffres clés du marché. Par exemple, 68% des utilisateurs de vélos électriques ont plus de 55 ans. C'est un chiffre qui a été trouvé dans une étude justement sur l'achat et l'utilisation des vélos électriques. Un chiffre réel donc. Dans l'élaboration du questionnaire de l'étude quantitative, il faut respecter un certain nombre de règles. Tout d'abord, sur la durée. Faites attention à ne pas dépasser entre 5 et 10 minutes concernant l'administration de ce questionnaire. En effet, debout dans la rue, si vous faites une enquête terrain, le répondant ne sera pas prêt à passer trop de temps à répondre. Au contraire, s'il est assis derrière son ordinateur, il sera peut-être plus patient, mais dans une certaine limite. Au moment de l'administration du questionnaire, précisez toujours le temps nécessaire pour assurer votre interlocuteur. Préférez des questions fermées car elles faciliteront le traitement et l'analyse des résultats. Lors de la rédaction des questions, essayez toujours de vous mettre à la place du répondant. Par contre, si c'est vous qui administrez le questionnaire, restez neutre. Les répondants veulent souvent vous faire plaisir, même s'ils ne vous connaissent pas, ils sont plutôt bienveillants et ils risquent d'orienter les réponses pour vous faire plaisir justement. Donc, ne dévoilez pas que vous êtes le porteur de projet si c'est le cas. La structuration du questionnaire maintenant, donc il y a un ordre logique dans le déroulement du questionnaire. Donc après une phrase d'introduction, il faut vérifier par une question d'ordre
général que la personne que vous interrogez correspond bien à la cible. Par exemple, utilisez-vous un vélo? Sinon, seriez-vous prêt à acheter un vélo? Si la personne répond non, jamais, on ne poursuit pas l'interview. On aura affaire ici à des non-consommateurs absolus qui ne seront jamais vos clients. Donc, ce n'est pas la peine de poursuivre l'interview dans ce cas-là. Sur le schéma qui apparaît sur l'écran, vous pouvez noter que les questions vont être positionnées dans des blocs logiques qui permettront de structurer votre questionnaire. On s'intéresse d'abord au comportement, aux usages de l'interviewé vis-à-vis du produit ou du service. On vérifie ensuite si l'offre actuelle lui convient. C'est la partie satisfaction. Puis, on va le questionner sur ses besoins. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui le pousserait à modifier ses habitudes, à utiliser un nouveau produit ou service? Et qu'est-ce qui l'en empêcherait? On essaye ici de déceler les freins. Vous noterez qu'on est à peu près sur la même trame que pour le questionnaire, la grille d'entretien du questionnaire qualitatif. Enfin, on terminera par des questions concernant l'identité de la personne interrogée. Il ne s'agit pas d'avoir des coordonnées exactes, bien évidemment, mais par exemple d'obtenir des tranches d'âge, un code postal, une catégorie socio-professionnelle ou une tranche de revenus. Il est important que vous sachiez qui répond à ce questionnaire. Si vous pouvez également demander l'adresse mail, c'est intéressant parce que vous pourrez d'ores et déjà vous constituer un petit fichier client et vous pourrez recontacter l'interviewé lorsque vous aurez créé votre entreprise. Dans la rédaction des questions, pensez toujours à proposer des questions courtes qui soient facilement compréhensibles. Il faut poser des questions précises et claires qui ne risquent pas de biaiser les réponses. Il est préférable d'opter pour des questions fermées, ce qui permettra un traitement du questionnaire plus facile par la suite. Essayez de varier les types de questions pour ne pas lasser le répondant. Alors, vous pouvez avoir plusieurs typologies de questions, par exemple des questions fermées dites simples. Vous déplacez-vous à vélo? Oui, non. Ici, on est sur une question fermée simple. Vous pouvez avoir des questions fermées à choix multiples. Par exemple, comment vous rendez-vous habituellement à votre travail? En voiture, à pied, en bus, en train, à moto, à vélo. Il existe également des questions dites d'échelle. Si je pose la question, pour vous, le vélo électrique est un véritable atout pour circuler en ville? Tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. Ici, nous sommes sur une échelle d'accord. On a également des échelles d'importance. Pour vous, la couleur du vélo est très importante, assez importante, moyennement importante, peu importante. Ou également des échelles d'intention. Achèteriez-vous un vélo électrique pour vos déplacements courants? Très certainement, probablement, probablement pas, certainement pas, ne sais pas. N'oubliez pas à chaque fois de poser cet item, de laisser le choix à l'interviewé de répondre qu'il ne sait pas. Ou de temps en temps, de le laisser donner un avis. Donc, il faut de temps en temps garder des questions ouvertes, pas trop nombreuses, parce que dans le traitement derrière, ce sera compliqué. Vous aurez également la possibilité d'utiliser des échelles numériques. Donc, de 0, pas du tout, à 10, tout à fait. Dans tous les cas, faites attention de ne pas utiliser de réponse à nombre impair, afin d'éviter les réponses médianes neutres qui ne vous apporteraient aucune information. Enfin, n'oubliez pas de coder les questions, ça en facilitera le traitement par la suite. On va s'intéresser maintenant aux personnes à interroger. Il s'agit ici de déterminer l'échantillon des personnes à interroger. S'agissant d'un sondage mis à part pour un recensement, il est impossible d'interroger toute la population. Il va donc falloir définir un échantillon. La sélection de l'échantillon dépend des caractéristiques du projet et de l'objectif de l'enquête. Il peut s'agir d'un échantillon extrêmement large ou au contraire d'un échantillon très ciblé de personnes. En moyenne, dans une enquête client, on est entre 80 et 400 questionnaires validés. Ça peut aller jusqu'à 1000 questionnaires si vous souhaitez interroger l'ensemble de la population française. Je ne pense pas que ce sera votre cas, mais le minimum, ce serait 80. Et au-delà d'un certain nombre d'échantillons de population, on arrive à des… Il n'est pas intéressant d'interroger plus de personnes parce que ça donnera toujours les mêmes résultats.
Donc, il n'y a pas de nombre minimal ou maximal, mais l'échantillon doit être suffisant en taille pour être représentatif de l'ensemble de votre cible. Cependant, on considère qu'en dessous de 70 interviews, vous ne pourrez pas exploiter correctement les résultats. Par exemple, si vous faites une enquête sur la vente de vélos électriques, toujours, hein, c'est un peu notre fil conducteur, vous ciblerez les utilisateurs de vélos en général. Donc là, on est sur une cible large, mais peut-être pas les cyclistes chevronnés, utilisateurs de vélos de course uniquement. Ceux-là ne seront pas acheteurs, peuvent être considérés peut-être comme des non-consommateurs absolus. Par contre, vous pourrez cibler les non-utilisateurs susceptibles de se mettre au vélo électrique et qui sera intéressant d'interroger. En estimant le taux de réponse au questionnaire qui dépend de la technique d'enquête utilisée, on peut déterminer le nombre de personnes à interroger. Vous dites, ben, j'ai besoin d'avoir 250 questionnaires ou 100 questionnaires valides, par exemple. Ben, il faut que j'interroge, que j'envoie le questionnaire à 1000 personnes pour obtenir 100 questionnaires valides. On est là sur un taux de réponse de 10%. En fait, la taille de l'échantillon dépend du degré de précision que vous souhaitez atteindre, du budget attribué également à l'enquête et du temps dont vous disposez. Donc, c'est pour chacune de vos projets, le nombre sera distinct en fait. Simplement, il faut récupérer au minimum 70 questionnaires valides pour chaque segment de votre cible. Si je reprends mon exemple du vélo électrique, vous interrogerez les cyclistes habituels, les non-cyclistes qui peuvent se mettre au vélo du fait qu'il est électrique, les pratiquants de VTT, parce que c'est pratique quand même d'avoir un vélo électrique pour grimper. Par contre, vous n'interrogerez pas ceux qui ont une pratique sportive et qui n'achètent que des vélos de course. Dans cet exemple, vous devrez donc récupérer 210 questionnaires, c'est-à-dire au minimum 70 questionnaires pour 3 segments de clients. Alors, on vous présente ici la méthode des quotas. Pour échantillonner votre cible, vous pourrez utiliser cette méthode. Elle fait partie des méthodes empiriques d'enquête. Elle est très utilisée car assez simple. Il s'agit de reproduire en modèle réduit le profil de la population. Sur cet exemple, on a sélectionné 3 critères, le sexe, l'âge et la catégorie socio-professionnelle. Dans la colonne population Grand Annecy, vous avez les données INSEE. Sur la colonne échantillon sur la base de 250 répondants, vous avez le nombre de questionnaires valides à obtenir par critère, soit par exemple 122 hommes et 128 femmes répondants. Il existe d'autres méthodes d'échantillonnage, par strate, en grappe méthode. On ne peut pas tout vous présenter ce matin, mais sachez qu'il est très facile de trouver ces présentations, par exemple sur le site de l'AFE, l'Agence France Entreprise, qui vous explique ce type de méthode d'échantillonnage. Intéressons-nous maintenant à l'administration du questionnaire. Donc, soit ce sera du face-à-face, vous pouvez également utiliser le téléphone, le courrier et on dispose aujourd'hui des enquêtes en ligne. Pour chacune de ces méthodes, on va regarder les avantages et les inconvénients. Donc, en ce qui concerne l'enquête en face-à-face, ce qui est intéressant, c'est d'être sur le terrain en lien direct avec l'interviewé. Vous pourrez recueillir des réactions sur le vif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De temps en temps, la personne va s'exprimer en dehors des questions que vous lui posez et il est intéressant de noter ses réactions. Ce qui est compliqué dans l'enquête en face-à-face, c'est le temps que vous allez devoir y passer. Peut-être que vous serez obligé de réunir une équipe selon le nombre de questionnaires que vous aurez à diffuser. Cette équipe, il va falloir la former, donc là aussi, ça demande du temps. Et peut-être si ce ne sont pas vos amis ou votre entourage, vous serez obligé de payer ces personnes. Donc, il faudra réunir un budget. L'enquête par téléphone, ici aussi, on est en contact direct. Hein. Par contre, gros inconvénient, d'une part, c'est d'obtenir des fichiers à jour. Ensuite, ces fichiers, très souvent, il faut les louer. Et vous allez passer, soit si c'est vous qui le faites, passer énormément de temps à téléphoner aux personnes, à ce qu'elles soient disponibles pour vous répondre, qu'elles soient chez elles. Il faudra peut-être rappeler plusieurs fois. Donc, c'est vraiment une méthode qui prend énormément de temps. En sachant qu'il existe des plateformes qui font des enquêtes téléphoniques, ben là, vous payez la plateforme pour réaliser l'enquête. Donc,
Sachez de toute façon, gardez ça en tête également, que dans tous les cas, il vous faudra prévoir un budget pour réaliser cette enquête. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Selon votre budget, vous utiliserez telle ou telle méthode. L'enquête par courrier, bon, ben c'est simple. Le coût est minime, simplement l'impression du papier, l'enveloppe et puis le timbrage. Il faudra quand même prévoir une enveloppe T pour que les personnes vous répondent. Le gros inconvénient de l'enquête par courrier, c'est le taux de réponse qui est considéré comme inférieur à 5% en moyenne. Enfin, aujourd'hui, il existe l'enquête en ligne, donc vive Internet. C'est de plus en plus utilisé. Ça permet d'envoyer simultanément à un nombre très important de personnes votre questionnaire avec un faible coût de diffusion. Et vous pouvez disposer de logiciels d'enquête qui vous permettent de traiter les retours directement. Donc, c'est assez rapide, ça peut être assez rapide en traitement. Là aussi, au niveau de l'inconvénient, c'est de disposer d'un fichier d'adresse email valide. Et bien évidemment, il faudra que vous contrôliez les retours, c'est-à-dire vérifier, mettez des questions de vérification dans votre questionnaire, permettront de vérifier que la personne qui répond correspond bien à votre cible. On va faire un petit focus sur l'enquête en ligne parce qu'effectivement, c'est une méthode, par sa simplicité, qui est très, très recherchée et très utilisée. Alors, la spécificité de l'enquête en ligne, c'est qu'elle est auto-administrée. C'est-à-dire que la personne que vous sollicitez pour répondre n'a aucun contact avec l'enquêteur. Il va donc falloir trouver des astuces pour la motiver à prendre son temps pour répondre à votre questionnaire. Alors, comment motiver un répondant? Par exemple, vous pouvez dire que pour les 50 premiers répondants, vous offrez 1 ou 2 places de cinéma. Ça peut être ça. Vous pouvez préciser, il est important de préciser les objectifs de l'enquête également. Il faut que la personne qui est devant son écran sache pourquoi elle va répondre, à quoi va servir cette enquête. Bien évidemment, et comme pour toutes les autres méthodes d'enquête, il faut préciser le temps que la personne va passer pour répondre et la rassurer sur la confidentialité. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle utilisation vous allez faire de ces réponses? L'intérêt avec Internet, avec le questionnaire en ligne, c'est que vous pouvez personnaliser ce questionnaire. Vous pouvez, par exemple, faire une petite vidéo pour présenter votre produit ou votre service. Bien évidemment, et là c'est valable également pour tout type d'enquête, il va falloir tester ce questionnaire. Vous ne pouvez pas le diffuser avant de l'avoir fait passer à un petit échantillon, une dizaine, 5 ou 10 personnes qui vont tester votre questionnaire. Attention à la date d'envoi également. Évitez les grands événements qui pourraient détourner l'attention de l'internaute. Par exemple, dernièrement, la Coupe du monde de foot. Les personnes ont autre chose en tête et passent moins de temps peut-être sur leur boîte mail. Si vous vous adressez à des familles avec enfants, évitez d'envoyer votre questionnaire le mardi soir ou le mercredi. Parce que le lendemain, les personnes ne seront peut-être pas disponibles, elles seront occupées avec leurs enfants. Pour les gens qui travaillent, ce qui peut être représenté effectivement la majorité des personnes de vos répondants, évitez les débuts et fins de semaine. Le lundi, on rentre de week-end, on risque d'avoir une boîte mail qui est chargée, on a pas mal de tâches à faire pour mettre en route les tâches hebdomadaires. Et en fin de semaine, c'est pareil, on boucle la semaine pour partir en week-end. Donc évitez le lundi et le vendredi, ce qui fait que si on évite le mardi soir et le mercredi, il nous reste le jeudi. C'est un des jours effectivement qui est privilégié pour l'envoi des enquêtes. Il faut également prévoir des relances, au moins 2 relances. Au moins 2, 3 maxi, parce qu'après, ça peut être considéré comme du harcèlement. On sait que les retours les plus importants se font sous 48 heures. Après, on constate une diminution progressive dans les retours. Donc, au bout du 3e jour, par exemple, vous allez faire une relance. Le taux de retour dépend de la qualité de l'enquête. Donc, plus vous allez préparer en amont, soigner en amont votre enquête en ligne, plus vous aurez de chances d'obtenir des taux de retour intéressants. Pensez peut-être en amont de l'enquête à créer un blog ou une newsletter pour récupérer des adresses mail
et disposer d'un fichier déjà sensibilisé. Donc, ça veut dire qu'il faut bien anticiper votre étude de marché et l'enquête que vous avez réalisée pour pouvoir préparer ces newsletters ou ces blogs. Une fois que vous avez récupéré le nombre d'enquêtes valides que vous souhaitez, eh bien, il va falloir passer au traitement de cette enquête. Donc, avec l'enquête en ligne, il existe de nombreux sites qui permettent de créer des questionnaires et de traiter automatiquement les questionnaires retournés. Par contre, si vous n'utilisez pas ce type de service, il va falloir que vous traitiez vous-même les enquêtes sur un tableur. Donc, il va falloir préalablement codifier vos questions pour les saisir sur un tableur. Ça, c'est le travail de dépouillement, mais le plus important, ce sera le travail d'analyse. Il va falloir faire ressortir les chiffres les plus significatifs et vous utiliserez essentiellement des graphiques, des tableaux. On ne fait pas trop de littérature. Une phrase suffit pour faire ressortir l'essentiel des chiffres que vous aurez traités. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. Je dirais que c'est à vous de faire le choix de la méthode que vous utiliserez en fonction des éléments que vous cherchez à connaître. Gardez en tête que, bien définis, vos objectifs serviront de fil conducteur à la réalisation de l'enquête, que ce soit dans la méthode employée, pour l'élaboration des questions, mais également pour la méthode d'administration de votre questionnaire. L'enquête n'est pas une fin en soi. La plus belle enquête ne servira à rien si le travail d'analyse et de rendu d'informations n'est pas consciencieusement réalisé et ne vous permet pas de faire des choix dans la réalisation de votre projet. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Alors, question de Thierry qui nous demande, pour un projet en B2B, faut-il quand même récolter 70 questionnaires minimum? Ça dépend de votre fichier d'entreprise, en fait. Si vous avez une centaine d'entreprises à interroger, ce ne sera peut-être pas utile. La moitié, ça suffira, en fait. En ce qui concerne les enquêtes en B2B, vous pouvez récupérer des fichiers d'entreprise assez facilement. Donc, que ce soit sur CCI Store, par exemple, hein, le site des chambres de commerce et d'industrie de CCI France, vous pouvez acheter ce type de fichiers. Par contre, c'est plus compliqué d'acheter des fichiers en B2C. D'ailleurs, c'est interdit de récupérer, d'acheter des adresses mail. Donc là, ce sera à vous débrouiller pour trouver votre bon échantillon. Ce sera à vous à le rechercher, c'est difficile d'acheter. Ou alors, il faut passer par des entreprises qui ont des panels, qui réalisent des études de marché, qui disposent déjà de panels. J'ai un peu élargi ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question de Gilles qui nous demande comment trouver les fichiers pour les enquêtes en ligne. C'est ce que je viens de dire, en fait. Pour trouver les fichiers, vous ne pouvez pas acheter de fichiers clients B2C. Par contre, vous pouvez utiliser des sociétés qui réalisent les études de marché et qui disposent déjà de panels. Autre question? Autre question d'Ingrid qui nous demande comment connaître le nombre de personnes à interroger en termes de marge d'erreur et de niveau de confiance. Alors, vous pouvez très facilement trouver sur le net un tableau qui vous présente effectivement en fonction d'un taux de confiance qui est généralement de 95% en moyenne et d'une marge d'erreur qui est en moyenne de 5%, vous allez obtenir un nombre de répondants minimum à avoir. Par exemple, si vous avez une population cible de 10 000 personnes, avec une marge d'erreur de 5% et un niveau de confiance de 95%,
vous devrez interroger, vous devrez obtenir valide 370 questionnaires. Voilà. Ce qu'on constate, c'est ce que je vous disais, j'ai essayé de vous le dire, je ne sais pas si ça a été très clair tout à l'heure dans mon intervention, c'est qu'au-delà de 10 000 questionnaires, on a des taux de réponse, des intervalles de réponse qui sont assez faibles. C'est-à-dire que, je vous ai dit, pour 10 000 répondants, on doit obtenir 370 questionnaires valides. Pour 100 000, ce sera 383, avec le même taux même marge d'erreur et même taux de confiance. Lucie nous demande qu'est-ce qu'un segment client? Alors, le segment client, c'est un groupe homogène de personnes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir les mêmes comportements, les mêmes besoins, elles vont peut-être obtenir les informations dans les mêmes médias. Le prix psychologique sera le même pour ce segment de clients et vous pourrez avoir le même type de relation, les mêmes réseaux de relations avec ce segment. C'est-à-dire, voilà, c'est un groupe homogène de personnes qui va faire partie d'une cible plus large de clients et vous pouvez, dans votre enquête, avoir plusieurs segments de clients. Dans votre étude de marché, déceler plusieurs segments de clients. Et une dernière question de Florence qui nous demande quel est le budget moyen à consacrer à une étude de marché qu'on sous-traiterait. Alors, tout dépend, là aussi, tout dépend du type d'enquête. Si vous avez, si on parle de l'enquête téléphonique, par exemple, tout à l'heure, on peut avoir un budget entre 20 et 49 € par questionnaire, par enquête, par appel téléphonique. Si vous faites un focus group, que vous demandez à un cabinet privé d'animer un focus group pour vous, ça pourrait aller entre 4 et 6 000 € par focus group. Si vous faites réaliser une enquête, donc le questionnaire et l'enquête par une société qui dispose d'un panel, ça pourra aller de 2 000 à 4 000 €, par exemple. En sachant que certaines sociétés il y en a énormément, hein, c'est pour ça que je ne donne pas de nom, vous trouvez ça très facilement sur le net. Certaines sociétés vous permettent d'utiliser des enquêtes déjà réalisées. Soit vous avez accès gratuitement à une partie des réponses, soit vous pouvez acheter l'analyse qui a été réalisée par rapport aux enquêtes qui existent déjà. Voilà. D'autres questions? Non? Écoutez, merci de votre attention. Peut-être qu'on se reverra dans d'autres ateliers. Il y en a un bientôt sur l'étude de marché à la CCI. On est à votre disposition si vous voulez poser d'autres questions par la suite. Vous pouvez télécharger le support qui a été diffusé pendant cette intervention. Merci à tous et à très bientôt peut-être. Au revoir.